Bon, on va revoir un peu notre application. Nous avons créé ensemble une application qu'on avait nommée FinaMaster, comme Finance Master. Donc, on a abrévé ça par FinaMaster. C'est une application qui fonctionne en client-serveur. Donc, on a une application qui se connecte à un serveur qui se trouve à distance. Au niveau de l'architecture de l'application, vous le savez qu'il existe deux types d'architecture. Les applications qui fonctionnent sur une seule machine, on appelle les applications en monoposte, et puis les applications qui fonctionnent sur plusieurs machines au même moment, qu'on qualifie des applications client-serveur. Au niveau des applications client-serveur, il existe deux types. Des applications client-serveur à des niveaux, où on a une application client qui se communique à une application serveur. Les deux applications client et serveur se retrouvent sur une seule machine. Par contre, le deuxième type de client-serveur, c'est ce qu'on appelle client-serveur à trois niveaux ou encore architecture à trois niveaux. Où nous avons une machine client, une application client. Oh là là, RDC. Congo, c'est toujours comme ça. Nous avons une application client-serveur à trois niveaux où nous avons une application qui est installée sur une machine qu'on appelle client. Par exemple, votre laptop, c'est une machine client où on retrouve un navigateur tel que Mozilla Internet Explorer qui va te permettre à se connecter sur votre application qui se trouve ailleurs. Et il y a une deuxième machine qui s'appelle serveur, qui est logée peut-être sur une autre machine. Et votre application client doit se connecter à chaque fois à une application serveur pour envoyer ou recevoir des requêtes. Et la machine serveur, à son tour, doit envoyer les requêtes au niveau du serveur des bases de données. Donc, en réalité, nous avons trois étapes. Votre machine, la machine client, qui se communique à une machine serveur. Cette machine serveur se communique à une autre machine qui est un serveur des bases de données. Une fois que le serveur des bases de données fait la tâche qu'on lui demande, le serveur des bases de données renvoie une réponse au serveur. Le serveur récupère la réponse et renvoie la réponse à la machine cliente. Donc, ce qu'on appelle architecture à trois niveaux. Pour implémenter votre application, nous avons utilisé les langages Java pour tout ce qui est back-end, donc la mise en place de la base de données et de notre API. Mais pour mieux réaliser ce qu'on a besoin, nous avons utilisé le framework Spring Boot et nous avons aussi utilisé le framework Spring AI qui est spécialisé pour les applications qui sont en interaction avec l'intelligence artificielle. Et puis, côté content, alors, je suis en train de faire pour toi une vidéo au cutting à côté. Il n'y a rien de désordre. Le paquetage n'a pas besoin d'ordre. On a besoin de ce qu'on a besoin, ce que l'application doit faire. Il n'y a pas question de l'ordre ici. OK. Là, c'était côté back-end. Et puis, côté front-end,
ce que l'utilisateur doit voir pour travailler, nous avons utilisé le framework Angular, qui est un framework qui utilise le langage JavaScript. Pour lancer notre application en local, parce qu'on n'a pas hébergé en ligne, pour les lancer en local, on doit d'abord démarrer notre serveur des bases de données qui se nomme XAMPP Server. Donc, au niveau de votre machine, vous tapez dans la barre de recherche ici, XAMPP, et puis vous venez ici, vous cliquez sur Ouvrir. Si par défaut c'est éteint, par défaut ça peut s'ouvrir en stop comme ça. Les ports, au niveau du port ici, vous ne retrouvez rien. Cela veut dire que le serveur n'est pas en cours d'utilisation. Si vous lancez, vous retrouvez que ce n'est pas démarré, il faut venir ici, côté Apache, vous démarrez le serveur côté Apache, et ensuite vous démarrez le serveur côté base de données. Une fois que vous terminez, on réduit l'écran, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer notre backend, la partie qui gère la base de données, qui est réalisée en Spring. En réalité, c'est notre API. On doit se positionner dans les dossiers où on a placé le fichier d'exécution, la partie backend. Si je dois me conformer avec votre machine, je dois copier ces fichiers ici, ces dossiers. Je les ramène dans le disque C pour qu'on se conforme avec ce qui se trouve sur votre machine. À partir d'ici, vous venez ouvrir votre disque C. Vous cherchez votre dossier FinaMaster. C'est là où on a placé notre API de backend. Vous ouvrez. Vous allez retrouver un fichier avec les tasses à café nommé Java. Et le nom du fichier ici, c'est FinaMaster, ce qui correspond avec le nom de notre API. Venez ici au-dessus, mettez votre curseur. Une fois c'est sélectionné, ramenez le curseur jusqu'avant la lettre C de votre disque dur et vous écrivez en minuscule CM2. Vous laissez un peu de l'espace et puis vous validez sur la touche Enter. Automatiquement, on ouvre l'invite de commande, votre fenêtre DOS, directement dans les dossiers où se trouve notre fichier d'exécution du backend. Maintenant, comme notre programme est réalisé en Java, pour l'instruction, la partie backend, nous devons mettre l'instruction Java, espace, trait de 6, jar, espace, on doit écrire les noms de ces fichiers ici. Ou encore, pour éviter d'écrire, il suffit d'appuyer sur la touche Tab une fois. Ça va afficher tous les contenus qui se trouvent dans votre dossier. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On clique encore sur tabulation. Ce n'est pas ça. Tabulation, c'est ça. Donc, vous devez avoir les noms finamaster.jar. C'est notre fichier qui contient notre API du backend réalisé en Java. Donc vous allez continuer à tabuler jusqu'à ce que vous puissiez avoir ces noms affichés. Et puis vous validez sur la touche Entrée, Enter. Comme notre base de données est démarrée ici, si on lance le backend, ça va se connecter à la base de données. Regardez, il est en train de se connecter. Donc, je vous conseille de faire cette étape avant même d'être dans la salle de la défense. Vous démarrez déjà votre serveur XAMPP, vous lancez votre backend
qui est en Java. Et ensuite, on va lancer encore la partie front-end. Vous voyez qu'ici, il nous a confirmé que tout s'est bien passé. Il n'y a pas de message d'erreur. On peut redire ça. On revient au niveau de notre serveur ici. Si vous regardez bien, c'est marqué Apache. À côté ici, on a écrit admin. Vous cliquez sur admin. Maintenant, vous lancez automatiquement votre navigateur. C'est comme si vous allez vers Facebook, vous voulez naviguer, vous allez vers Google, vers Yahoo. Mais comme nous travaillons en localhost, donc sur votre propre machine, vous allez remplacer localhost / par les noms de votre application. Notre application se nomme Fina Master Tradesist UI. UI, c'est comme interface utilisateur. Donc, les interfaces utilisateurs, la partie interface utilisateur, une fois que vous saisissez cela, il suffit de valider. Vous voyez, automatiquement, il récupère l'interface pour l'accès à la base de données. Je crois que tu as un compte ici. Le nom de votre compte, c'est Mariella. Non, je crois que c'est pas c'est Mambo Mariella. Votre adresse email @gmail.com. Et les mots de passe qu'on a utilisés pour se connecter, pour ne pas oublier, on avait mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous tapez 1 jusqu'à 6. Une fois terminé, vous cliquez sur Login, qui veut dire tout simplement se connecter. Donc, on se connecte. Voilà. Plus tard, on n'a pas besoin de ça, d'enregistrer cela. Donc, maintenant, comme nous avons accédé à notre application, ne prenez pas beaucoup de temps pour présenter l'application. Prenez au maximum 4 à 5 minutes. Donc, avec notre application, on peut cliquer sur produits. Nous allons voir la liste des produits qui est enregistrée. On peut enregistrer, on peut supprimer. Pour enregistrer, on peut aussi ajouter. Et pour un exemple, par exemple, code du produit, je peux dire P1. C'est juste un exemple, P1. Nom du produit, je peux dire lampe. Ne pas oublier que vous êtes dans un cas de vente des produits pétroliers. Mais pour s'exercer, je vous laisse un peu vous exercer avec n'importe quel produit. Type, ça peut être un matériel. Je peux dire ici catégorie IMO, mais comme votre travail concerne les produits pétroliers, ça sera type carburant. Quelle est la quantité de ces produits en stock? Je peux dire 30. Quelle est l'unité mesure de lampe? On peut dire c'est en kilogrammes. Mais pour un produit pétrolier, ce sont des litres. Vous allez écrire L en majuscule. Et puis on dit quel est le prix du lampe? On peut dire ici 200. N'ajoutez pas $ ou € après ça, ça sera une erreur. Si on clique sur enregistrer, vous voyez que la ligne lampe vient de s'ajouter. On a la possibilité ici, si on clique sur modifier, on a la possibilité de modifier. Je peux annuler. Je reviens ici. On a la possibilité aussi, on clique sur supprimer et on vient ici save, on confirme. L'élément est supprimé. Pour bien gérer le suivi des ventes, on a besoin de produits, on a besoin de clients. Donc, on doit enregistrer les clients de notre système. Donc, pour la défense, je vous conseille de ne garder que ces deux produits parce que
au niveau de station, on vend que l'essence et les gazoil. Mais il faut aussi ajouter à la maison le pétrole. Au niveau du client, c'est la même procédure. On a la possibilité d'ajouter un nouveau client. On a la possibilité de modifier ou supprimer un client. Mais pour la défense, je vous conseille, pendant la défense, d'ajouter seulement un seul client et vous passez à autre chose. Par exemple, ici, si on entre un client pour l'entreprise pétrolière peut être un particulier. Moi, je peux dire OK, je suis client de cette entreprise. On met l'adresse email, on met le numéro de téléphone et on enregistre. Mais si c'est une entreprise, il faut cliquer sur société parce que le client peut être une personne morale ou une personne physique. J'enregistre. Vous voyez, on a notre nouveau client. On a maintenant la possibilité de modifier ou de supprimer. Si vous avez cette manipulation, cela veut dire dans tous les écrans, vous avez la possibilité d'ajouter, modifier et supprimer. Si on vient ici, dans paramètres, j'ai cliqué sur devises. Vous voyez ici, nous avons la possibilité d'enregistrer les devises qui sont utilisées pour les transactions de vente dans notre entreprise qui est considérée comme TDK. La devise principale de l'application, c'est les dollars. Et la devise utilisée pour d'autres transactions, c'est le franc congolais. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise les ventes dans votre application, les ventes sont en dollars. Mais on peut demander le système de nous donner les valeurs converties de factures en francs congolais, CDF. Donc, vous avez aussi la possibilité d'ajouter et de supprimer. Donc, vous avez déjà compris. Toujours côté paramètres, on a les mini taux d'échange. On a la possibilité d'enregistrer un taux et de supprimer. Donc, vous voyez notre écran, on peut dire que quel est le taux que je vais mettre. Je vais mettre les taux de dollars vers les CDF. C'est combien? 2800. Les taux, c'est pour quel jour? On met les taux et puis on doit les rendre actifs. Notre cas ici, c'est le taux actuel qui est en train d'être utilisé. C'est le taux qui est placé à la date du 4. Toujours côté paramétrage, nous avons ce qu'on appelle des conditions de paiement. Donc, on a la possibilité d'ajouter une condition de paiement. On a la possibilité de modifier et supprimer. Les conditions de paiement, si je essaie de vous rappeler, lorsqu'on vend quelque chose chez un client, on peut dire que pour telle facture réalisée, si le client ne paye pas aujourd'hui, on lui donne un délai. On peut dire qu'il peut venir payer après 10 jours, après 30 jours, après 60 jours. Si le délai de paiement est atteint, que le client n'a pas toujours soldé sa facture, le système lance automatiquement un mail de rappel, ce qu'on appelle ici relance. Vous voyez que même si on clique, ça ne s'affiche pas parce qu'il y a des mails qui seront envoyés automatiquement par rapport au retard de paiement. Si on clique sur la facture, vous voyez qu'ici, le système nous montre la facture qui sont enregistrées. Vous voyez derrière cette facture ici, il dit que nous avons 9 jours déjà d'échéance. Cela veut dire par rapport à la date d'échéance, on a dépassé les 9 jours. Et le montant de cette facture, c'est ce qu'on voit ici. On a la possibilité, si on clique sur payer, on peut directement mettre la référence du paiement. On peut mettre les montants qu'on veut payer. Ça peut être la totalité ou les montants partiels. On peut préciser ici, on veut payer en dollars
ou on veut payer en CDF. Et puis, on peut sélectionner la date de paiement. Si c'est bon, on confirme les paiements. On peut aussi réaliser quelques recherches. Mais pour la défense, comme j'avais dit, il faut être très précise, réduire le temps de votre exposé. Donc, au niveau de l'exposé lors de la défense, une fois que vous venez sur cet écran, vous résumez un peu ce que cet écran permet de faire et puis vous allez directement faire une facture. On vient ici, je peux prendre un cas. Le système recherche les clients ici. Par exemple, on avait enregistré un client qui s'appelle Wangi. Si je dis Wangi, il est en train de vérifier il existe. Par exemple, si je change, je prends l'écrit Koutangi, là, il voit qu'il existe dans le système. Je dis Wangi. Comme il existe, on les récupère. La date de la facturation, c'est la date d'aujourd'hui. La date d'échéance, il vient payer au plus tard. S'il paye cash, c'est bien, mais s'il paye pas cash, il peut venir payer au plus tard. C'est ça. La facture sera réalisée en quelle devise? En dollars. Conditions de paiement, par exemple, c'est 10 jours. Et puis, quel est le produit qu'il veut acheter? Il suffit de saisir le code du produit. C'était, si je me souviens, on avait créé un produit, on avait dit P1. Je ne me souviens plus du code du produit. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dupliquer cet écran. Clic droit ici, dupliquer. Oh là là. Je viens ici. On avait empêché cela pour éviter. J'entre avec mon compte. Je viens ici. Le produit qu'on a créé ici, c'est Gazole. Gazole, c'est GO. Ah, on avait supprimé l'autre, j'ai oublié. OK. Je peux me déconnecter ici, comme on vend les essences. Et S, c'était le code de l'essence. Vous voyez qu'il a rappelé que c'est essence. Le code du gazole, c'est GO, tel qu'on a resté là-bas. Mais moi, je vais acheter l'essence. Je vais acheter 10 litres. Je dis ajouter. Donc, on vend à ses clients 10 litres d'essence. Et il suffit maintenant de cliquer sur sauvegarder pour que cette information du paiement soit dans la base de données. Je clique sur sauvegarder. Qu'est-ce qu'on constate ici? Déjà par rapport au délai et à la date d'enregistrement que j'avais sélectionné, qu'est-ce que le système nous dit ici? Jour J-13 pour que le système puisse déclencher qu'il y a un retard de paiement de cette facture. Quand le jour J sera atteint, le système va lancer une relance automatique. Donc, si on veut payer, par exemple ici, on peut cliquer ici, on paye. À part ça, qu'est-ce qu'on avait prévu? On avait prévu d'enregistrer les différentes dépenses réalisées dans l'entreprise. Avant qu'on enregistre, vous voyez l'écran facturation ici, on n'a pas eu le temps de l'implémenter, mais on avait prévu aussi le paiement directement à partir de la facture. Parce que c'est difficile pour un débutant de réaliser une application qui fonctionne à 100% avec tous les modules fonctionnels. Donc, ce qu'on a réalisé, on a développé rapidement les interfaces qu'on a considérées comme les interfaces en haute priorité pour vous permettre de défendre parce qu'on expose que 3 à 4 minutes de votre logiciel. Les restes seront constitués des questions que tu dois répondre. Mais quand même, il faut avoir l'idée de l'application. On a parlé ici des notes de frais. Les notes de frais sont les dépenses qu'on retrouve, qu'on engage chaque fois au niveau de la société. Si on regarde bien ici, il y a des dépenses qui sont engagées, mais qui sont encore en statut brillant. Pourquoi donc, par défaut, les dépenses sont en statut brillant? Parce que lorsqu'on veut réaliser une dépense au niveau de l'entreprise, chaque agent a toujours un manager qui est son superviseur. Donc, si tu veux engager une dépense, on doit
l'approuver par un supérieur. Tant que la dépense n'est pas approuvée, le statut est embryon. Une fois approuvé, le statut sera approuvé et on vous donnera la possibilité maintenant de cliquer sur payer pour décaisser l'argent et la dépense. Donc la fenêtre ici suit la même logique, celui de la facture. Donc on peut faire une nouvelle demande. Alors je peux dire dépense, achat, dépense sur achat, laptop. Ça fait partie des catégories des dépenses liées au matériel. Référence, c'est toute dépense engagée au niveau de l'entreprise. Il y a toujours des références à mettre par rapport à un bon, par rapport à un document de sortie. Je peux mettre une valeur au hasard aussi. Et puis la dépense sera réalisée en USD à la date d'aujourd'hui. Montant qu'on doit dépenser, c'est 500, c'est équivalent à 500 $. Et puis, qui doit approuver cette dépense? On peut dire que ce sera approuvé par un utilisateur ici. Et puis, par défaut, le statut, c'est en attente, en brouillon. Par défaut, c'est en brouillon. Et puis, si la dépense n'est pas validée par les managers doivent dire la raison. Et quand c'est moi qui demande de réaliser cette dépense, je demande l'autorisation à mon manager, la zone raison doit être vide. On doit se limiter par l'approbataire et le statut. Et puis, je peux cliquer sur ajouter. On constate que la dépense est bien enregistrée mais en tant que brouillon. Et plus tard, c'est au manager de valider. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Pour maîtriser votre système, je vais vous conseiller à créer même 10 articles ici, 10 produits pour vous aider à maîtriser et puis à ajouter les noms de quelques clients qui sont des sociétés, des personnes morales et d'autres clients qui sont des personnes physiques. Ajoute encore ici 10, donc demain vous ajoutez, même le soir ici vous ajoutez 5, demain aussi vous ajoutez 5 pour vous familiariser avec votre système. Et puis, vous allez essayer de faire la vente ici, de réaliser une facture. Vous allez aussi réaliser au moins 5 factures par rapport à 5 clients que vous allez créer ici. Une fois terminé, je vais aussi vous demander de réaliser 3 ou 4 dépenses, d'enregistrer 3 ou 4 dépenses. C'est dans cette logique aussi que votre défense sera. Donc, vous entrez, vous expliquez en résumé quelques menus, puis vous passez directement à créer un client et puis à partir de ces clients, vous allez réaliser une facture. Les gens voient comment la facture est réalisée. Une fois terminé, comme le temps est trop petit, vous allez réaliser une dépense. On réalise une dépense au niveau de l'entreprise et dans les dernières minutes, vous basculez à l'assistant virtuel. Le rôle de l'assistant virtuel était d'aider les gens qui sont en difficulté de maîtriser l'outil informatique, de faire tout ce qu'on vient de faire manuellement, mais en dialoguant avec l'application. Par exemple, on rappelle, notre assistant virtuel comprend n'importe quelle langue. Vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en anglais, il va comprendre. Exemple, je peux dire, donne-moi la liste des clients. Même s'il y a erreur d'orthographe, il va comprendre parce que c'est un agent intelligent. Je valide pour qu'il puisse me répondre. On attend quelques secondes. Ne pas oublier que pendant que vous êtes en train d'exposer travail, il faut toujours que la machine soit connectée parce que c'est une application client-serveur. Il nous donne la liste de nos clients, mais pour faciliter la lisibilité telle qu'il vient de donner comme ça, je peux leur donner de
mettre ça sous forme d'un tableau. Je peux dire tableau avec bordure pour changer l'affichage. Voilà, il est en train de changer l'affichage pour permettre à bien voir. Je peux encore lui demander, donne-moi, je peux dire encore, quelles sont les factures non payées. S'il y en a, il va nous dire, il est en train d'analyser notre système. Il est en train de chercher s'il y a des factures non payées. Oh, voilà, il a trouvé. Je peux aussi l'obliger d'embellir un peu, tableau. Mettre dans un tableau avec bordure. Il dit encore de répondre. S'il ne fait pas ce qu'on lui demande, je peux dire bordure. Parce que c'est un système qui est en train de réfléchir comme l'homme. Voilà. Vous voyez, il est en train de réfléchir comme nous. Je peux dire, OK, vous voyez qu'il a affiché le montant de nos factures en dollars. Je peux dire que oh, j'ai besoin de savoir, ça équivaut à combien en francs congolais. Je peux dire convertir en les francs congolais. Dans le code ici, c'est CDF. CDF, convertir en CDF. On demande de répondre. Voilà, vous voyez, il a converti en CDF par rapport au taux qui est placé dans le système. Maintenant, comme l'objectif de notre application est faire tout ça et aussi aller plus loin à vérifier si notre système est rentable ou pas, pour vérifier la rentabilité de notre système, on doit comparer les factures aux dépenses. Donc, il faut d'abord alimenter le système par les factures, poser votre AI de questions rapport des factures pour qu'il puisse charger son mémoire par les informations de la facturation. Et ensuite, on peut maintenant lui demander de nous donner s'il y a des dépenses réalisées. Vérifier. En majuscule, une minuscule, ça ne pose pas de problème. Vérifier s'il y a des dépenses engagées. On demande de vérifier s'il y a des dépenses engagées. Voilà, il a trouvé quelques dépenses. S'il y en avait beaucoup, on aura des difficultés pour voir. Ok, je vais dire dans un tableau. Mettez-nous dans un tableau avec bordure. Voilà. Il met les résultats dans un tableau avec bordure. Ces montants ici sont en dollars. Ce qu'on avait prévu là-bas. Bon. Je peux le dire maintenant. Comparer les factures aux dépenses. Comparer les factures aux dépenses. Même il y a des fautes, il va comprendre parce que c'est un agent intelligent. Comparer les factures aux dépenses et dis-nous si l'entreprise est rentable. Envoyer, on lui demande maintenant de répondre. Maintenant, il va comparer les différentes factures qui sont enregistrées dans le système. On voit qu'on a des factures qui sont enregistrées. On avait converti cela en CDF. Il compare les dépenses qui sont engagées. Vous voyez que les dépenses là-bas, c'était enregistré en dollars. Comme on avait demandé qu'il puisse convertir les factures en CDF, il retrouve les dépenses qui sont engagées sont en dollars. De lui-même, il est obligé maintenant de convertir les dépenses pour que les dépenses qu'il doit analyser soient en même unité monétaire que
les factures qu'on avait demandé qu'il puisse convertir en CDF. Une fois qu'il a terminé la conversion, maintenant il commence à comparer le facture aux dépenses. Voici les résultats qu'il tire. L'entreprise est rentable parce qu'il y a excédent de ces montants. Donc, les dépenses sont inférieures aux recettes provenant de la facture. Et avant de terminer, on peut demander encore au système, donne-moi les factures du client membre. Je crois qu'on avait écrit cela. On a un client qui s'appelle membre. Je vérifie. Voilà. Vous voyez les factures du client membre. OK. C'est là où les factures. Il a notre dette. On peut dire OK. Propose-moi un mail de relance pour membre parce qu'il doit nous payer. Voilà, il nous a proposé. Voilà, il est en train de nous proposer un mail de relance. Vous voyez qu'il n'a pas signé parce qu'on ne l'a pas dit qui doit signer. On peut dire signer le mail par directeur, par exemple, Wangi. Voilà. Voilà, il est en train de corriger. Il a signé. Maintenant, on peut lui demander, peux-tu l'envoyer à membre? On lui pose la question. S'il retrouve l'adresse email des membres dans le système, si c'était enregistré, il doit maintenant envoyer les mails. Mais si ce n'est pas enregistré, il va échouer. Vous voyez qu'il dit ici, il semble qu'il y ait un problème. Les mails qui sont enregistrés, peut-être ce n'est pas correct. On peut vérifier. Donne-moi l'information sur membre. Ça, c'est membre en tant que client. Il ne retrouve pas comment on avait nommé ces clients. Bon, j'ai même oublié. Donc, je peux lui dire envoyer des mails à tous les clients qui ont des dettes. Parce que j'ai même oublié quels sont les clients qui ont des adresses qui sont correctes dans le système. Bon, comme je l'ai demandé d'envoyer à tout le monde, ceux qui ont des bonnes adresses email qui fonctionnent, ça sera envoyé. Il est en train d'analyser votre système, notre système d'information, pour voir, il semble qu'il y a un problème, il est en train de réfléchir, il y a un problème d'authentification d'envoi d'email. Donc, il y a des emails qui ne sont pas corrects. Je peux revenir à ces clients. Oui, tous ces emails ici, en tout cas, maman, tu fonda qu'on a moto. Ah, tu vois, il a raison. Pourquoi il n'arrivait pas à envoyer le mail à membre? Parce qu'on n'a pas un client qui s'appelle membre. Vous voyez, le système travaille correctement. Donc, on peut s'arrêter ici. Merci. Donc, je vous laisse le temps d'essayer un peu de travailler seul.